Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. Côte d'Ivoire, 10 ans de prison requis contre Simone Gbagbo. En effet, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 78 co-accusés s'est poursuivi donc ce jour et ce mardi, le parquet général a requis 10 ans de prison contre l'ancienne première dame ivoirienne. Également, dans le cadre de notre débat radiophonique de ce mois, nous réfléchirons sur la place de la femme d'origine africaine. Aujourd'hui, comparativement à la femme européenne, on a l'impression que la femme noire, elle est là, mais cependant, elle semble très peu engagée. Et pour nous accompagner dans ce soir, nos invités sont déjà bien installés. Face à moi, c'est Jenny Jo Delblond Lawson. Bonsoir, Jenny Jo. Rebonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci Juvénal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, ce soir, vous êtes coach-mentor. Coach et mentor, Coach ce sont et mentor, qu'est-ce que c'est? Deux métiers différents. Donc le coaching, c'est un métier qui est connu, aux États-Unis par exemple, ce sont les coachs qui accompagnent les sportifs. Mais moi, je fais du coaching d'entreprise, donc j'accompagne les personnes qui ont des projets professionnels à développer leurs activités, soit au niveau mental, soit au niveau financier, soit au niveau commercial. Et l'avantage du coaching, au lieu de la formation qui est un petit peu généraliste, le coach, il s'adresse directement à la personne à partir de sa réalité et de son vécu. Également, donc, à la gauche de Jenny Jo Delblond Lawson, elle s'appelle Anésie Fontana. Bonsoir Anésie. Bonsoir. Elle a l'air timide, mais elle n'est pas timide du tout. Alors, Anésie, elle est là ce soir pour nous parler d'un événement qui aura lieu ce samedi, un événement culturel. On en reparlera tout à l'heure dans l'émission. Aussi, avec nous en duplex depuis Paris, c'est Jenny Hippocrate. Bonsoir, Jenny Hippocrate. Bonsoir à tous. Alors, Jenny Hippocrate est très connue pour son combat contre, son engagement et le combat contre la drépanocytose. Mais ce soir, nous intéresserons davantage à cette femme engagée qui est écrivaine. Et parmi tous les livres qu'elle a écrits, on aimerait bien qu'elle nous parle ce soir de cette ligne sur Bienvenue sur la ligne 13. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre exactement? En fait, la ligne 13 du métro parisien, parce que vous savez, le métro est numéroté, ligne numéro 1, numéro 2, donc ligne 13, où il se passe énormément de choses, notamment des problèmes d'aiguillage, des problèmes de surpopulation. C'est la ligne la plus importante du métro, et aussi la plus mal vue, parce qu'effectivement, il existe plein de choses très bizarres qui se passent sur cette ligne. Et j'y habite parce que j'habite une station qui s'appelle Garibaldi. De ce fait, j'ai dû scouter cette ligne pour pouvoir raconter des anecdotes. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est Chronique d'une vie souterraine. Donc, j'ai dû scouter cette ligne pour pouvoir la raconter à travers une psychologue, monologue, qui essaye de penser comme les autres, d'entrer dans la tête des gens pour respirer, pour réfléchir, pour penser et comme eux. Voilà, en gros, c'est ça, mais avec beaucoup d'humour.
Bien, voilà donc, on reviendra sur toutes ces informations tout au long de cette magazine et donc pour vous permettre souhaiter la bienvenue à nos invités. Notre studio ce soir est très féminin et donc permettre à nos auditeurs qui nous suivent d'être très à l'aise. On vous pose cette brève ponctuation musicale. Bien, voilà, le temps est donné, ça va être la fête, c'est la fête, effectivement. Quand on a l'avantage et on a dit l'honneur d'accueillir autant de femmes d'origine africaine, bien bronzées, avec les cheveux naturels, crépus, c'est pas donné, donc on fait la fête. Pour ceux qui prennent donc le train à marche, nous sommes avec ce soir Jenny Jo Delblanc, elle est mentor et coach. Rebonsoir Jenny Jo. Bonsoir. Avec à sa gauche Anizi Fontana. Rebonsoir Anizi. Bonsoir. Et depuis Paris, c'est Jenny Hippocrate. Rebonsoir Jenny Hippocrate. Bonsoir à tous. Notre panel est très féminin, il n'y a pas de mal. Et d'autant plus que dans le cadre de ce mois de mars, nous donnons une place de choix à la femme d'origine africaine, la femme noire. Et nous la célébrons. Et du coup, il me vient donc à l'esprit de poser à toutes ces femmes la question de savoir, est-ce que lorsque vous vous retrouvez entre vous,
il vous vient souvent à l'esprit de dire, bon, écoutez, on va faire la fête. Il est aussi intéressant que dans ces fêtes, il y ait une présence masculine. Quand les femmes font la fête entre elles, est-ce que généralement, on pense à l'homme tout de suite ou pas du tout? Jenny Jodel-Blanc. Alors écoute, je ne sais pas si c'est un débat d'actualité. Non, c'est pas un débat. C'est une question que je ne me suis jamais posée. Pourquoi je le dis? Parce que nous, les hommes, souvent on pense à célébrer la femme. Et effectivement, tout ce mois, on parlera de vous. Mais parfois, quand les femmes font la fête entre elles, on a l'impression. Bon, c'est pas une conclusion, on revient donc à nous. Et du coup, nous allons donc faire un tour en Afrique via les ondes. La première nouvelle que nous commentons nous vient donc du Burundi où l'ex-chef du parti au pouvoir au Burundi, Hussein Rajabou, s'est évadé dimanche dernier de prison où il purgeait 13 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Un nouveau coup dur pour le président Pierre Nkurunziza à l'approche d'élections générales. Il a bénéficié de la complicité d'au moins 3 gardiens, dont le brigadier chef de corps, responsable à ce titre de la sécurité de toute la prison. A-t-il ajouté, les autres gardiens de prison qui dormaient en attendant l'heure de la relève ne se sont rendus compte de cette évasion que plusieurs heures plus tard, en s'inquiétant de ne pas avoir été réveillés par leurs 3 compagnons, ont-ils expliqué. On va en Côte d'Ivoire où effectivement le parquet général de Côte d'Ivoire a requis ce mardi 10 ans de prison contre l'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée notamment de participation à un mouvement insurrectionnel durant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. L'avocat général Simon Yabo Odi a également accusé Madame Gbagbo de troubles à l'ordre public et de constitution de bandes armées. C'est vrai que c'est pas toujours très agréable pour certains de nos invités. Il va falloir que quelqu'un se mouille. Et je regarde d'abord Anésie Fontana qui est très mal à l'aise. J'ai quelqu'un qui me pose la question. On parle d'un membre d'un parti politique qui est en prison et qui s'est évadé au Burundi, non loin de chez vous. Je veux dire chez vous, votre pays d'origine qui est le Rwanda. Qu'est-ce que cela vous évoque tout de suite à l'esprit? Ça m'évoque le monsieur qui s'est évadé. C'est sûr qu'il avait peur d'être condamné à mort. Sachant que là, il était condamné, il était purgé une peine de 13 ans. Il a pu s'évader. Il a pu fuir. C'est pas courant dans ces pays-là. Normalement, non. Absolument non. Bien, je vous laisse tranquille. Et donc, je regarde Jenny. Je la laisse tranquille, je précise, parce qu'effectivement, elle n'est pas très à l'aise dans ce genre de questions. C'est pas son truc, elle a bien précisé. Elle aime la culture, elle a pour sa promotion culturelle. On n'embêtera pas plus que cela. Alors, je m'adresse à notre mentor et coach. On voit une ex-première dame qui est trimballée dans les tribunaux, sachant que son époux est incarcéré à La Haye, Monsieur Laurent Gbagbo. Et ça, c'est courant en Afrique. Je crois que la position des gouvernements et des gouvernants en Afrique est complexe, controversée. Moi, ce pourquoi je travaille, je ne voudrais pas éluder la question, mais moi je travaille pour les générations futures, pour justement faire en sorte que les jeunes générations aient un autre état d'esprit et qu'ils ne soient pas au pouvoir pour régler ou s'enrichir ou régler des problèmes personnels, mais qu'ils soient vraiment au service de leur nation. Donc ce qui a été fait, je ne suis pas juge, ni magistrat, ni avocate. On sait ce qu'a été en tout cas les avis sont partagés sur la présidence de M. Gbagbo. Il y a certainement des choses intéressantes et des choses moins glorieuses. Si la justice a jugé nécessaire de poursuivre cette dame et que les faits sont avérés, il faut laisser la justice faire son travail, si il y a une justice équitable en Côte d'Ivoire. Si il y a une justice équitable en Côte d'Ivoire, c'est très bien dit. Je vais également déranger un tout petit peu Jenny Hippocrate. Il pose la question de savoir, voilà une dame qui était très puissante il y a quelques années, qui aujourd'hui est en prison. Et pendant ce temps, son mari également est en prison de l'autre côté de La Haye. Jenny Hippocrate, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous qui êtes à Paris. Je suis d'accord avec mon homonyme, l'autre du Jenny, mais je préfère ne pas commenter, parce que c'est vrai que, comme elle dit, c'est très complexe en Afrique. Parce que même moi, j'ai vu des choses incroyables par rapport aux femmes, et maintenant, si elle a fait des choses, j'en sais rien, puisque je ne suis pas trop ces actualités.
Mais c'est vrai qu'en Afrique, je vais parler de drépanocytose, par exemple, quand une maman met au monde, dans certains pays, pas partout, un enfant drépanocytaire, elle est répudiée, alors, et le père, il repart la tête haute, il n'y est pour rien, alors qu'on sait très, très bien que c'est une maladie génétique, dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs du gène, et le papa, il n'a rien à voir dans la maladie de l'enfant, et la femme est répudiée, voire battue, et dans certains pays, voire tuée. Donc, voilà, c'est assez difficile. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas très bien suivi, j'ai vraiment pas le temps de suivre ce genre d'actualité, je suis partout dans le monde. Jenny Hippocrate, allô, Jenny Hippocrate, pardon de vous couper, j'ai compris que vous êtes dans votre élément, comme on dit souvent. Nous allons y revenir dans quelques secondes, le temps de passer notre introduction pour bien parler effectivement de ce qui se passe du côté de l'Afrique. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien. Il est clairement dit que quand on vit dans un pays, il faut respecter la loi de ce pays. Et je pense que toutes les dames qui sont avec nous ce soir respectent bien la loi de la France. La question ne se pose pas. Ce mois de mars, nous célébrons la femme d'origine africaine, la femme noire dans sa beauté, dans son intelligence. Et nous avons le privilège d'être avec nous, avoir ce soir 3 dames, parmi lesquelles il y a 2 qui sont fortement engagées dans la vie active, dans la vie publique. Jenny Jo Delblanc-Lawson, elle est mentor et coach. C'est un métier qui ne court pas les rues et il n'est pas très féminin. Comment est-ce arrivé dans ce métier-là ? Alors, en fait, contrairement aux apparences, le coaching, c'est un métier assez féminin parce qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'intuition. Donc, il y a une grande partie des femmes qui sont coachs. Peut-être que comme en cuisine, les plus grands coachs connus sont des hommes, mais il y a beaucoup de coachs qui sont des femmes. En revanche, le terme de mentor est beaucoup plus revendiqué outre-Atlantique. Et j'ai voulu, moi, mettre le terme de mentor parce que le mentor, c'est celui qui transmet ce qu'il connaît. Donc, ça ne veut pas dire que je connais tout sur tout, mais en tout cas, ce que j'ai appris tout au long de mes expériences, pour moi, c'est un devoir de pouvoir le transmettre à certaines personnes de manière à ce que ça puisse les faire aller beaucoup plus vite dans leur projet. Et aussi parce que moi, j'aurais souhaité, peut-être quand j'ai découvert le mentorat, j'aurais souhaité avoir un mentor et je m'en suis inventée. Donc mes mentors, ce sont Malcolm X, Martin Luther King, Oprah Winfrey, Gandhi. Donc ce sont eux qui m'ont nourrie, donc à travers leurs écrits, à travers leur histoire. Et donc moi je me suis dit, dans notre communauté, la communauté africaine, il faudrait aussi des gens qui assument peut-être un rôle de mentor, de modèle, voilà, pour la transmission et pour l'élévation en général de notre niveau et de notre place dans le monde. Et c'est là donc également où je m'adresse à Jenny Hippocrate. Vous êtes une femme très active, très engagée dans les combats. Et le combat pour lequel j'aimerais qu'on parle ce soir, c'est votre œuvre sur la ligne 13. Bienvenue sur la ligne 13 à Paris. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à écrire une œuvre comme celle-là, qui, on sait, il faut le préciser, a quand même fait beaucoup de remous? Absolument. En fait, en plus, c'est bien de ce qu'on parle ce soir, la femme noire, parce qu'en fait, il y a une héroïne dans ce livre, comme dans pratiquement tous les livres, et c'est une femme africaine qui était mariée par son père contre volonté, qui arrive à Paris, et parce que le père croyait que sa fille allait avoir la belle vie. Et une fois arrivée à Paris, tout s'effondre. Cette femme se rend compte qu'elle est prisonnière d'elle-même, de l'Afrique qui est restée là-bas, de la France. Donc elle est complètement prisonnière. Et là, elle va s'inventer un monde
de soliloque, c'est-à-dire elle parle à elle-même, elle se regarde, si on veut, à travers elle-même, et elle va raconter cette ligne mythique, donc la ligne 13. Mais ce n'était pas évident de parler de la ligne 13 parce qu'on ne parle pas comme ça d'un transport public. Hein. C'est quand même le métro parisien. Donc, quand j'ai décidé d'écrire cet ouvrage, j'en ai parlé à mon entourage, tout le monde m'a dit attention, tu touches à la RATP, donc le réseau de la RATP et l'autre organisme de l'Île-de-France, ça peut être dangereux pour toi, etc. Et moi, vous savez, je suis une battante, j'ai toujours été une battante. D'ailleurs, je ne suis même pas une battante, je suis une gagnante. Hein. J'ai toujours dit j'aime pas trop le mot battant parce qu'on ne sait pas si on va gagner. Donc, je préfère dire que je suis une gagnante et j'ai couru ce risque-là. J'ai dit, bon, je vais écrire dans l'humour ce qui va pas sous cette ligne et ce qui va aussi, puisque c'est quand même ma ligne, la ligne 13, puisque j'habite sous cette ligne, et je vais raconter, je vais dénoncer et je vais parler de cette femme, Aminata, qui se surnomme Tata, pour raconter son calvaire avec un mari, soi-disant, qui est entrepreneur, mais en fait, c'est un tiercéman, c'est quelqu'un qui joue toute la journée, qui ne fait rien, et avec ses petites têtes blondes, à moitié blondes, puisque cette femme a des enfants. Elle va raconter toute la journée son vécu, donc ne pas manger du mafé, ne pas manger des choses comme ça, mais des frites chez le McDo d'à côté. En fait, bref, elle raconte, et c'est vrai que ça fait beaucoup rire, mais tout compte fait, c'est une vraie histoire qu'il y a derrière tout ça pour raconter le calvaire de mes sœurs africaines, puisque je suis d'origine martiniquaise, qui arrivent en France croyant qu'elles vont toucher l'Eldorado, et puis ce n'est pas vrai du tout. Donc voilà, c'est un petit peu en gros ça, et figurez-vous que la RATP a complètement, je dirais, contribué. D'ailleurs, c'est même la RATP qui m'a organisé la première dédicace. Donc, tout compte fait, j'avais bien raison d'écrire cet ouvrage. Et puis aussi, étant donné que mon mari a une profession, enfin, il a exercé la profession d'architecte, donc il a relevé les malfaçons de la ligne. Donc, j'ai tout écrit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la RATP va en prendre bonne note. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui va avoir d'ailleurs une suite à la demande des lecteurs, parce que le livre s'est beaucoup vendu. D'ailleurs, on est pratiquement au taux de stock. Hein. Mais je tiens à dire que les bénéfices retombent dans les caisses de mon association de lutte contre la drépanocytose. Voilà j'ai écrit ce livre pour ça, mais pour avoir l'argent aussi Jenny Hippocrate, pour la maladie. C'est clair que c'est pour une œuvre caritative, c'est très noble et fort louable. Mais l'autre aspect de Jenny Hippocrate et de Jenny Jo Delblanc ce soir, que j'aimerais aborder, c'est votre côté, on va dire, africain. On a l'impression que quand on vous observe, il y a un aspect que vous n'acceptez pas de vous. Je dis, on a l'impression. Après, vous me direz si je me trompe. Quand je parle de vous, je parle aussi d'autres femmes d'origine noire. On les aime comme elles sont, mais on a l'impression qu'elles n'acceptent pas leur, je ne dirais pas africanité. On les voit avec les cheveux lisses, alors que le cheveu africain est crépus. On les voit, voilà. Est-ce que c'est une façon pour vous de vouloir correspondre à ce que l'Occident veut de vous, ou alors c'est juste pour la mode? J'ai l'impression que pour la question avait la réponse. Je réponds pour moi. Déjà, je suis métissée, donc j'ai quand même les deux cultures, hein, puisque mon grand-père était d'origine grecque, donc je suis quand même métissée, donc je ne rejette pas non plus cette culture-là. J'avais déjà les cheveux à moitié lisses, je ne défrise pas spécialement, mais c'est vrai que c'est un aspect de mode. Des fois, on a envie de faire un beau brushing, etc. Donc, il faut tirer, il faut lisser un peu. Mais cependant, je me trouve très bien avec mes cheveux crépus, et je dirais même très belle avec mes cheveux crépus. Voilà. Vous vous trouvez très belle avec les cheveux crépus? Bien sûr. Mais bien évidemment, mes enfants, ma fille, elle a gardé ses cheveux crépus. Et si vous regardez des photos sur Internet, je m'attache très souvent, donc j'ai gardé aussi ces origines-là, je m'attache très souvent la tête. Et on me dit souvent, on voit que tu étais allé beaucoup en Afrique. Je ne sais pas si c'est parce que je suis allée en Afrique ou si c'est inné, parce que j'ai commencé à m'attacher la tête avant d'aller en Afrique, donc très jeune, depuis l'âge de 15 ans. Donc je ne sais pas si c'est mes origines qui me rattrapent, j'en sais rien, mais en tout cas, je revendique ce que je suis, d'origine effectivement africaine, puisque mes aïeux viennent de là, mais aussi d'origine grecque, donc européenne, parce que mon père, que j'adorais, était de cette origine-là. Donc, moi, je revendique les deux. Voilà, je ne sais pas pour l'autre Jenny, puisque je ne sais pas d'où elle est exactement, mais moi, c'est les deux, et c'est ce qui fait la beauté du monde aujourd'hui, le métissage, et ce que je n'arrête pas de crier haut et fort. Donc, j'adore ce beau métissage, et mes enfants aussi, et mon mari aussi, et toute ma famille, on adore être métis, on adore faire partie du monde, parce que le monde est métissé, même si l'Afrique est le berceau de l'humanité, le monde est métissé. Et moi, le message est entendu, Jenny Hippocrate, le message est entendu. Je me tourne vers celle que j'ai en face de moi, Jenny Jo Delblanc. Est-ce qu'effectivement, vous
vous vous acceptez tel que vous êtes ou alors il y a une difficulté à être vous-même? Je pense que j'ai aucune difficulté à être moi-même et ça, je pense que depuis l'enfance. En revanche, c'est vrai qu'il y a les phénomènes de mode, il y a différents aspects. Si on regarde l'évolution de la coiffure de la femme noire ou de la femme européenne depuis les années 30, voilà, on est passé par tous les stades. En ce qui me concerne, aujourd'hui, j'ai pris une position, mais ça fait très longtemps, d'ailleurs je vous avais dit au téléphone, je suis une activiste capillaire, parce que ça fait très longtemps en fait que j'ai des revendications au sujet des produits qui étaient proposés. Maintenant il y a plus de choix, mais il y a encore 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de choix dans les produits qui étaient proposés aux femmes africaines, qui avaient des cheveux de type africain. Et comme moi je suis un peu une intello, enfin machin, ça m'embêtait que on nous propose des produits bas de gamme 2 fois plus chers que les blondes ou les autres femmes. Donc moi, c'était plus ça mon combat sur un côté. On peut pas accepter de vendre à quelqu'un sous prétexte qu'il achète des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire il n'y avait pas de recherche sur les formulations, etc. Et aussi, aujourd'hui, à travers mon activité qui est l'éducation financière, je me rends compte que la femme africaine met une grande partie de son budget familial dans les cheveux, notamment les cheveux humains, les mèches, les tissages. Et pour moi, c'est un problème parce que comme je fais de l'éducation financière et j'essaye d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie, je trouve ça dommage. Par exemple, on a fait le calcul quand je suis allée au Bénin au mois de janvier, une jeune femme en moyenne dépense au minimum 40 000 francs CFA pour ses cheveux. J'ai pas compté là-dedans les crèmes, etc., que pour les cheveux. Et 40 000 francs CFA, c'est l'équivalent du SMIC, du salaire minimum au Bénin. Donc ça veut dire que des gens qui n'ont pas de travail, pas de revenus, arrivent tout de même à consacrer aux cheveux, ce prix-là. Et quand on sait que l'industrie des mèches, je crois, c'est 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, je me dis, voilà, il y a une partie de l'argent des Africains qui va sur leur tête. Je ne sais pas si c'est le bon endroit. Et moi, je trouve qu'il faut y réfléchir, même si ça a l'air anodin. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, le message j'ai entendu, il y a une auditrice qui nous a rejoint et si elle est toujours là, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous voulez poser une question ou apporter une contribution, s'il vous plaît? Je voudrais apporter une contribution, en fait. Allez-y. Bon. Donc, tout d'abord, bonsoir aux 2 intervenantes. Et un bonsoir particulier, en fait, à Jenny. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'année dernière lors de la journée de lutte contre la drépanocytose, pardon. Donc, en fait, je suis Sika. J'appelle en tant que sympathisante de l'OJAL, également en tant que rédactrice d'un site en ligne qui s'appelle Chronique Beauté Noire. Vous avez dit OJAL, c'est-à-dire l'organisation de la jeunesse afrodescendante de Lyon. Ok. Donc également au nom de Chronique Beauté Noire. Justement, ce thème-là des cheveux, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et je voulais rebondir notamment sur ce que la dernière intervenante a dit à propos de ce budget qu'on est capable de mettre dans les cheveux. Elle s'appelle Jenny Jo Delblon Lawson, la dernière intervenante. Jenny Jo Delblon Lawson. Oui, Jenny Jo Delblon Lawson. Oui, allez-y, continuez. Il est vrai que le budget que la femme noire peut mettre dans les cheveux est très important. Il est d'autant plus important qu'elle n'a pas forcément toujours les moyens de l'assumer, mais elle le fait quand même. Et ce qui est d'autant plus, on va dire, gênant, c'est que ces grandes marques qui se font beaucoup d'argent justement sur cet argent qu'on dépense, finalement, ce sont souvent des entreprises étrangères. Ce sont, pour ne citer que les tissages, ce sont des tissages indiens. Je veux dire, ce qui est dommage, c'est que ce ne sont même pas des choses qu'on produit par nous-mêmes. D'autre part, je suis moi-même naturelle depuis bientôt 4 ans. C'est un choix que j'ai fait, non seulement parce que je constatais que mes cheveux avaient une santé de plus en plus déplorable, mais également à cause de cette question du budget. Donc j'ai voulu me prendre en main. J'ai commencé à me renseigner sur, on va dire, les chaînes de YouTube, par exemple, et également par le bouche à oreille. Et j'ai voulu ensuite donner ces conseils à d'autres personnes pour qu'elles puissent... parce qu'on se sent souvent seul au départ. On a cette envie, en fait, de revenir aux cheveux naturels, mais on n'a pas forcément les conseils. Enfin, du moins, on ne les avait pas forcément, comme l'a dit Jenny Jo, il y a 4-5 ans.
Et en fait, j'ai voulu partager en fait cela. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est un regret c'est un choix que j'ai fait sans regret. Et je trouve dommage, justement, vous parliez tout à l'heure de l'effet de mode, de faire peut-être des tissages et de défriser. Il y a aussi beaucoup de femmes qui reviennent au naturel par effet de mode, qui n'ont aucune conviction et qui peu de temps après, elles sont déçues par les résultats parce qu'elles s'attendaient à des résultats extraordinaires en quelques mois et décident de redéfriser. Et c'est vraiment un choix qu'on fait par conviction. Il faut être sûr de soi, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que... Alors, Sika, voici la question que je vous pose. Quand vous dites revenir aux cheveux naturels, parce que ça veut dire que à une époque, vous n'étiez pas sur cheveux naturels, c'est bien cela? Tout à fait, c'est bien cela. Alors, est-ce à dire qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas vous-même? Je ne peux pas dire ça jusqu'à une certaine époque où c'est vrai que j'ai commencé à enchaîner les tissages, par exemple. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est moi-même? Est-ce que je fais vraiment ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour ressembler à un idéal de beauté, pour correspondre à des normes? Et c'est par la suite que donc j'ai pris cette décision. Pour autant, je pense qu'il y a des femmes, pour des raisons peut-être pratiques, aiment bien changer de tête, qui ne sont pas forcément dans le déni non plus. Alors, quand je vous pose la question pour la simple raison suivante, c'est qu'il y a beaucoup de femmes d'origine africaine qui, non seulement elles vont maltraiter leurs cheveux, je parle de maltraitance, mais ne comprendront pas effectivement ce qui les pousse à agir. Soit c'est fait de mode, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'Occident, le monde occidental aujourd'hui impose son modèle sur tous les plans. Et finalement, ces femmes d'origine africaine sont le fruit, plutôt le produit de ce que l'Occident voudrait qu'elles soient. Donc finalement, c'est quoi? C'est une sorte, pardon l'expression va être un peu dure, mais d'aliénation sur ce plan-là. C'est la question très très délicate justement, parce que c'est vrai qu'on devient très facilement le produit de ce que l'Occident voudrait qu'on soit, le produit de ce qu'on voudrait que l'effet de groupe en fait. Parce que, moi quand j'ai pris cette décision, bizarrement, et beaucoup de femmes qui sont revenues au naturel vous le diront, c'est pas entre guillemets, les Occidentaux qui ont eu des réactions, on va dire, récalcitrantes, c'était vraiment les femmes de mon milieu, c'est vraiment les femmes africaines. C'est-à-dire quoi, réaction récalcitrante? C'est-à-dire, mais non, pourquoi tu veux couper tes cheveux? Pourquoi tu veux revenir au naturel? Ça fait pas propre, tes cheveux vont tomber. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est toute une aliénation qui s'est faite certainement sur plusieurs générations, mais un cheveu propre et présentable, c'est un cheveu défrisé, c'est un cheveu tissé. Et donc, du coup, on a vraiment des réactions très, très fortes au niveau de la communauté africaine quand on veut revenir au naturel. Et ça, c'est le côté qui décourage plus d'une, qui aimerait bien justement sortir de ce cercle vicieux de, on va dire, l'aliénation occidentale, mais qui ont peur des réactions de leurs proches. Sika, restez avec nous. Oui. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pendant que Sika parlait, j'ai Jenny Jo Delblond Lawson qui voudrait réagir. Alors on peut abréger, on peut dire aussi Jenny Jo. C'est pas obligé de dire tout le pédigré, ça peut être plus court. Oui. Je ne voudrais pas fâcher certains. C'est pour cela que mais il y a une glace entre nous, donc je peux pas vous mordre, donc vous êtes en sécurité. Moi, je voulais effectivement rajouter parce que à la base, c'est vrai que je me suis intéressée aux cheveux, mais depuis l'enfance. Parce que j'ai les cheveux crépus très très durs et c'était le calvaire, c'est-à-dire que l'idée d'un peigne dans ma tête quand j'étais gamine, j'avais la migraine pendant une semaine, etc. Donc en fait très jeune, j'ai réfléchi à ce problème pour éviter la douleur. Et je pense que le cheveu de la femme africaine, il y a une petite notion de douleur, de souffrance, voilà. Et puis en grandissant, j'ai réfléchi puisque j'ai un côté un petit peu, j'analyse toutes les choses et je me suis rendu compte qu'en fait c'est aussi un formidable marché. Je sais pas si c'est un réel sujet d'aliénation ou pas, mais en tout cas, on va dire que l'Occident a ou je sais pas si on dit l'Occident, enfin bref, qui a une volonté très forte qui est le marché. Quelque part, les gens, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on cherche, c'est des marchés. Et la femme africaine est un très bon marché pour le cheveu, pour la cosmétique, pour les vêtements, le maquillage. Une femme africaine, d'origine africaine, dépense 7 à 12 fois plus qu'une européenne pour les produits cosmétiques, capillaires, etc. Donc, ça veut dire qu'on est des bonnes clientes et pourvu qu'on achète. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve dommage, puisque je fais de l'éducation financière, moi, je sais pas, les critères de beauté, tout ça, je suis pas spécialiste dessus. En revanche, quand les gens me disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire leur projet,
que les gens ont du mal, par exemple, à payer une séance de coaching, etc., et que je regarde que sur sa tête, elle a peut-être le budget d'un accompagnement, et que mon accompagnement, par exemple, permet définitivement à quelqu'un de gagner de l'argent, alors que le truc qu'elle a sur la tête, ça permet effectivement, définitivement, au propriétaire de la marque de cheveux, peut-être de s'acheter un yacht ou etc. Donc je pense qu'il faut peut-être aborder les choses sous différents angles, l'angle assimilationniste et tout ça. Je trouve qu'il a un peu, il est ce qu'il est, mais pour moi il est un peu dépassé. Moi j'aborde l'aspect économique et je calcule avec les gens combien ils dépensent. Est-ce que cet argent il vaut mieux le mettre dans sa tête ou dans ses cheveux ou dans autre chose? J'ai pas d'avis sur le sujet. Mais c'est à chacun de se positionner, de dire voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et je pense que les Africains, à un moment donné, peuvent pas toujours se retrancher derrière oui, les autres ont fait ou font que. À un moment donné, on doit se prendre en main, bouger et trouver des solutions par nous-mêmes. C'est bien dit, on doit se prendre en main et trouver des solutions par nous-mêmes. Restez avec nous, on revient après cette brève ponctuation musicale. Retour dans sur la 91.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, donc, nous sommes avec un panel très féminin ce soir. Nos invités sont Jenny Jo Delblond-Lanson, qui est coach et mentor. Rebonsoir Jenny Jo. Rebonsoir. Avec à sa gauche, et celle qui a l'air très timide, c'est Anizy Fontana. Rebonsoir Anizy. Bonsoir. Elle a l'air timide, mais elle ne l'est pas. Et depuis Paris, nous sommes avec Jenny Hippocrate. Rebonsoir Jenny Hippocrate. Bonsoir. Voilà, nous sommes donc dans la partie réservée donc à notre débat radiophonique. Nous parlons de la femme d'origine africaine, la femme noire, aux cheveux crépus, aux cheveux lisses. On essaie de comprendre d'où vient la différence et pourquoi semble-t-elle beaucoup plus ressembler à la femme d'Occident. On arrive c'est pas une conclusion, on constate qu'il y a une part d'assimilation en sens qu'on veut ressembler au modèle occidental, au modèle européen. L'aspect que je voudrais aborder avec vous cette fois, c'est votre engagement, vos différents engagements. L'engagement de Jenny Hippocrate, vous êtes engagée dans la lutte contre la drépanocytose, c'est bien cela? Absolument, c'est ça. Alors, je voudrais comprendre, dans le combat qui est le vôtre aujourd'hui, quand vous le faites, est-ce que vous le faites parce que vous suivez la femme de l'Occident qui revendique son égalité homme-femme, ou alors vous menez un combat tout simplement comme cela? Je mène un combat. Déjà, cette cause m'intéresse parce que moi-même, je suis maman d'un jeune garçon qui est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Et donc, quand on ne vous aide pas, il faut, comme disait l'autre Jenny, il faut savoir faire les choses soi-même. Quand on m'a appris par téléphone que j'avais un enfant malade, une maladie grave et qui risquait de mourir, et c'est par téléphone avant l'âge de 5 ans. Donc, premièrement, ça m'a complètement désaxé. Donc, c'était très, très dur. Très, très dur déjà à accepter. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Mais c'était dur d'entendre une voix au téléphone qui vous dit que votre enfant est malade et il va peut-être bientôt mourir. Donc, dans votre tête, vous venez de donner la vie à la mort. Donc, il faut faire très vite. Très vite, c'est-à-dire foncer pour pouvoir sauver cet enfant. Et puis, petit à petit, quand je suis partie en guerre contre la drépanocytose, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement mon enfant qu'il fallait sauver, mais tous les enfants atteints de cette pathologie pour laquelle on ne faisait rien du tout et appelée justement, injustement, maladie des Noirs. Alors donc, dans ma tête, premièrement, c'est parce que j'étais complètement désemparée dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je suis une lionne qui allait perdre son enfant, donc il fallait que je sorte mes griffes. C'est une lionne, c'est ça? Une lionne qui allait perdre son enfant. Oui, on a compris. Continuez. D'accord. Et donc, et troisièmement, dire que c'est une maladie qui ne touche que les populations noires, je n'ai pas accepté cela en sachant que nous sommes tous des êtres humains et qu'il n'y a pas une maladie qui touche telle ou telle population puisque c'est complètement faux. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce combat de maman, ce combat de femme, ce combat d'être humain, mais ce combat aussi un petit peu pour me venger de ce qu'on disait à l'époque, c'est une maladie des Noirs et tous ces malades vont mourir. Voilà. Donc, pour bien faire comprendre que ce n'est pas vrai. Si on veut faire des choses, on peut y arriver. Jenny Hippocrate... Néanmoins, j'étais déjà dans d'autres combats avant ça. Jenny, on y arrive et on le comprend, on se comprend. Parce que moi, on dit que c'est une maladie des Noirs. Quand on dit on, c'est-à-dire l'Occident généralement qui a l'habitude, les Occidentaux qui ont l'habitude de caricaturer comme cela les maladies. On est d'accord dessus? Non, il n'y a pas que l'Occident. Il y a aussi les Africains même. Aussi me disent que c'est une maladie des Noirs et de toute façon, c'est notre maladie à nous, on ne peut rien faire. Voilà, ils ont peut-être, on leur a mis ça aussi dans la tête. Mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu, même en Martinique, qu'est-ce que tu as à te faire chier avec une maladie qui touche les Noirs pour laquelle on ne fera rien du tout. Et de toute façon, il n'y a rien à faire dans la mesure où ces enfants, justement, ne vivront pas. Donc, c'est pas la peine de te décarcasser. Trouve-toi un autre combat et on en reste là. Donc, c'est ça que je n'ai pas accepté. Parce que même mes propres compatriotes, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, me disent, de toute façon, c'est un combat perdu d'avance. On me l'a beaucoup dit. Un combat perdu d'avance. Jenny Hippocrate, restez avec nous. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Un auditeur nous a rejoint et voulait poser une question. Monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. J'ai une question pour la coach. Oui. Pour le coach. Et je me demande si, quand on a parlé des femmes africaines qui utilisent l'argent qu'elles pouvaient utiliser pour autre chose et la mettre sur la tête, est-ce que c'est un moyen très poli pour dire que la femme africaine est bête ou mal éduquée ou bien elle ne sait pas comment ranger ses priorités? Question est posée à Jenny Jo. Allez-y. Alors, il ne me semble pas avoir employé ce vocabulaire, bête
etc. Donc, je ne vois pas l'utilité de répondre à ce genre de questions sur un sujet. Je me suis pas prononcée comme ça sur le sujet. Soit l'auditeur a mal compris, ou peut-être peut-il reformuler sa question autrement. Allô, monsieur? Vous êtes toujours là? Allô? Bon, il nous a quittés. Si l'auditeur qui vient de poser la question est toujours à l'écoute, il pourra soit revenir pour reformuler sa question, parce qu'effectivement, ça m'a l'air un peu brusque. Bien. On reste donc avec Jenny Hippocrate qui nous expliquait un tout petit peu comment elle arrive à son combat. Alors aujourd'hui, dans votre combat, habituellement en Occident, on parle d'égalité homme-femme. Mais vous êtes une femme engagée. Paradoxalement, aux clichés qui veulent la femme noire d'origine africaine, qui est femme des champs, femme au foyer, reléguée à ses casseroles. C'est un travail bien noble, mais parfois on a l'impression que les Noirs, le plus souvent, ça fait que certaines qui émergent du lot comme vous, elles arrivent pas comme par accident, mais c'est pas très courant. Jenny Hippocrate, est-ce qu'autour de vous, votre engagement suscite une certaine émulation? Non, déjà, je vous entends très mal. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est... Enfin, je n'ai pas très bien entendu votre question. Je reprends ma question. Très mal. Alors, vous m'entendez mieux à ce moment? Oui, là, ça va un peu mieux. La question est de savoir aujourd'hui, le combat qui est le vôtre, est-ce qu'autour de vous, il y a des femmes, d'autres femmes qui sont autant mobilisées? Ah, bien sûr. De toute façon, moi, dans ma famille, mes sœurs, on est 5 sœurs, nous sommes toutes des militantes, déjà, d'accord? Toutes indépendantes. Et nous avons eu beaucoup de chance d'être tombées sous des maris aussi qui comprennent et des maris qui ont placé leurs femmes au top, je dirais, en haut. Donc ça, c'est important. Quand l'homme se rend compte que, la femme n'est pas inférieure, mais la femme a les mêmes droits, voire plus, parce que j'entends souvent mon mari dire, ma femme, c'est le poteau-mitant. Ça veut dire que c'est la poutre qui tient la bâtisse. Et mon mari, pourtant, il est très présent, mais en même temps, on le voit moins que moi, parce qu'il dit que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une grande gueule, d'avoir une rade, d'avoir une intelligence, etc. Alors, donc, ce qui fait, ça me booste. Tout ceci pour dire que ce qui concerne, on a parlé tout à l'heure là de la journée de la femme, je ne suis pas d'accord avec cette journée de la femme, c'est tous les jours la journée de la femme. Pourquoi il n'y a pas la journée de l'homme, il n'y a pas la journée, et il y a la journée de la femme. Donc je ne suis pas très d'accord. Quand je viens à l'émission, c'est pas pour entendre dire la journée de la femme. Parce que les femmes sont, et je peux vous dire une chose, que des femmes sont beaucoup plus engagées, et ça se voit au niveau des associations, même à Paris. Il y a énormément d'associations sportives, culturelles, etc. On voit beaucoup de femmes à la tête des associations de santé, par exemple, des associations de petite enfance, des associations là où on ne fait pas tout le temps la fête, où il y a des causes très sérieuses. Je ne dis pas que le sport c'est pas sérieux, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais des causes où il faut sauver des vies. On voit beaucoup des femmes présidentes, et pour les autres associations, on voit des hommes. Mais ce que je veux aussi dire dans ce combat contre la drépanocytose, même si la maladie nous a beaucoup épuisés, nous les femmes qui sommes dans cette association, en l'occurrence moi-même, la maladie m'a beaucoup épuisée. Mais ce n'est pas seulement la maladie qui m'épuise, mais justement cette phallocratie, ce machisme autour de ce qui se passe. Moi, quand je vois que je vais, par exemple, à la télé, encore elle, et quand c'est un bonhomme, ils disent pas ça. Vous voyez, donc c'est un double combat. C'est pas seulement se faire entendre, c'est pas seulement pour sauver des enfants, mais aussi rester là pour pouvoir le faire. Et ça, c'est pas évident. J'ai entendu... Jenny Hippocrate, oui. C'est là où je vous interpelle aussi, en sens que on voit en Occident aujourd'hui, en France, des femmes qui effectivement revendiquent leur place. Elles parlent d'égalité homme-femme. Mais dans votre combat, est-ce que vous demandez qu'il y ait aussi une égalité? Mais je ne demande pas qu'il y ait une égalité. Je l'apprends. Ah, et vous moi, l'apprenez? en plus, oui, bien sûr. Moi, je suis un être humain à part entière. C'est nous qui enfantons. En plus, moi, je l'apprends. On n'a pas besoin de demander. Pourquoi je vais demander une égalité? Non, je l'apprends. Et moi, je vais partout où il y a des hommes. Je rentre, à moins que ça soit vraiment interdit qu'on m'appelle les vigiles. Mais moi, je suis un être humain. Même si on me dit, et je suis quelqu'un, je le dis souvent, ça fait marrer tout le monde. Quand on me ferme la porte, j'aime passer par la fenêtre. On me ferme la fenêtre, j'aime passer par le trou de la serrure. Parce que là, je vous dis, je suis rentrée dans des palais à travers le monde où les femmes ne rentrent pas. Et j'ai dit pourquoi je suis là, ils m'ont laissé entrer. Par exemple, non, je pose cette égalité femme-homme, parce que pour moi, il n'y a pas de différence, on est des êtres humains. L'homme a son mot à dire, la femme, elle a son mot à dire. Jenny Hippocrate, alors reconnaissons-le, dans notre société actuelle, c'est pas tout à fait cela. Non, c'est
peut-être pas tout à fait cela, mais alors, c'est pour ça que je dis que c'est un double combat. Mais je vais pas m'arrêter là. Excusez-moi de vous couper. Je formule la question autrement. Ouais, en Occident aujourd'hui, il y a des femmes qui sont au pouvoir. On les compte sur le continent africain. On est d'accord dessus. Mais cependant, elles n'y sont pas arrivées comme cela brutalement. En Occident, c'est que c'est au moyen de revendications et de lutte. Vous voyez un tout petit peu. Or, votre combat aujourd'hui, vous le menez. Il est là, il n'est pas tout à fait facile. Parce qu'après vous, on se pose la question de savoir est-ce qu'une autre pourra reprendre le flambeau. C'est là la difficulté. Bon, ça dépend des caractères aussi. Hein. Ça dépend des caractères, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des hommes qui sont à la tête d'associations importantes et puis il y aura pas de successeur. Ça c'est clair. Ça dépend des caractères. J'ai mon caractère. Peut-être quelqu'un d'autre me dépassera aussi. En tout cas, moi je sais que aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, il a été dit jusqu'à maintenant que l'homme est supérieur. Mais si les femmes s'y mettent, vous savez. Et c'est ce qui fait très peur. En fait, les hommes, ils ont peur de nous, les femmes. C'est ce que je revendique d'ailleurs. Ils ont peur de nous, puisqu'ils ont peur de nous. Justement, Jenny Hippocrate, effectivement, cette peur que les hommes, comme vous le dites, vous l'avez affirmé, les hommes ont peur de vous, fait que les hommes, il y a comme un plafond de verre quelque part. C'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Ça coupe, j'ai pas très bien entendu. Je dis, on constate qu'il y a un plafond de verre. Oui. Alors, pourquoi vous ne faites pas comme vos sœurs, on va dire, européennes, qui effectivement revendiquent ouvertement l'égalité homme-femme? Mais je le fais. Mais je ne peux pas être à la tête de tout le monde, dans la tête de toutes les autres femmes. C'est bien ce que je vous ai dit. Moi, je revendique l'égalité homme-femme. On a tous les deux, que ce soit l'homme ou la femme, notre mot à dire dans la société. Maintenant, il y a des femmes qui sont peut-être soumises parce qu'on leur a appris à faire ça, parce que c'est une question d'éducation. Et puis plus tard, on verra. Peut-être que ça va changer avec les nouvelles générations. Et je suis persuadée que ça changera. Parce que ça a changé à l'époque de mes parents. Ça a déjà changé. Donc vous comprenez. Donc moi je pense qu'aujourd'hui que la femme, sans être féministe, moi je ne suis pas du tout féministe, je dis que chacun a sa place dans la société, mais je pense que les femmes justement devraient foncer, par exemple des métiers d'hommes. Il y a des femmes qui disent moi je veux pas faire un métier par exemple mécanicien. Moi très jeune je grimpais au cocotier, je grimpais à l'arbre à pain, on l'a très bien compris. Jenny Hippocrate, permettez qu'un autre auditeur puisse intervenir. Monsieur, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous voulez poser une question? Oui, mais quel discours quand j'entends parler de revendication, de prendre sa place, Non, je pense pas qu'il faille poser le problème de la femme noire en ces termes. Parce que là, c'est un peu un regard occidental qui traverse les esprits, qui sape le moral des femmes. L'Afrique a longtemps, depuis la nuit des temps, donné la place à la femme. Il faut lire Reine d'Afrique, il faut regarder les Amazones, il faut lire la Reine de Saba. Même l'aventure ambiguë de Samba, on voit la grande royale qui parle, les hommes écoutent. La femme noire a toujours eu la place. Maintenant, le regard occidental pose une philosophie plutôt de guerre, de revendication. Déjà une journée de la femme, homme supérieur, égal, non. La femme noire a toujours eu une place de choix auprès de l'Afrique, auprès des hommes. Le droit de vote en France, c'est seulement depuis 1945. Que les Françaises votent. Alors que depuis la nuit des temps, le problème de la femme noire ne se pose pas. Il n'y a pas de problème d'égalité, de supériorité comme j'entends. Non. La femme et l'homme sont complémentaires et l'Afrique a su donner une place de choix à la femme. C'est l'Occident qui pose le regard de revendication de droit de la femme. Non, le droit de la femme, ça existe depuis longtemps en Afrique. Donc, quand j'entends ce discours, je comprends que c'est un discours très occidentalisé. Bien, merci pour votre contribution. Notre magazine tire vers la fin et donc je reviens dans ce studio et je me tourne vers notre invité qui est là, l'autre Jenny, l'homonyme de celle qui est à Paris, Jenny Jo Delblanc Lawson. Alors, dites-nous, on arrive vers la fin. Vous êtes coach et mentor. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre position peut susciter une certaine émulation auprès de celles qui nous écoutent ce soir, surtout les femmes? Je ne sais pas, je m'adresse à tout le monde. On a parlé tout à l'heure de l'engagement. Alors, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir pu parler de mon engagement auprès des jeunes en Afrique, puisque une grande partie de mes activités se font pour justement accompagner les jeunes diplômés pour créer une nouvelle génération qui ait des projets et qui puisse développer des projets de grande envergure en Afrique. Donc je m'adresse aux hommes comme aux femmes.
Et j'ai pas de... Enfin, la place... Enfin, je suis un petit peu d'accord avec l'auditeur précédent. Je pense que la femme africaine a une très grande place. Elle est peut-être plus discrète. Elle n'est pas forcément au devant de la scène, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont des sociétés matriarcales où les femmes prennent les décisions, même si c'est les hommes qui ont l'air de diriger. Je pense j'aurais une nouvelle théorie qui serait de dire un homme plus une femme, c'est du supplément. C'est au-delà de la complémentarité, c'est qu'ensemble on arrive à faire des choses grandioses. Et je pense que les femmes et les hommes africains s'inscrivent et se sont inscrits dans ce sens. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas, mais en tout cas il y a beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup pour votre contribution. On espère vous avoir une prochaine fois pour développer cet aspect de votre travail qui est très intéressant. Merci. Merci également à Jenny Hippocrate pour tout ce travail qu'elle a là-bas à Paris. Merci à vous. Et de votre disponibilité. On rentre donc vers la dernière ligne droite de ce magazine. Nous sommes avec Anésie Fontana, qui organise donc ce samedi un événement culturel dans la salle polyvalente Espace Citoyen. C'est au 12 avenue Jean Mermoz. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement de la journée internationale de la femme. Oui. On la célèbre avec la mairie du 8e. Et on voulait partager avec les Rwandais et les amis du Rwanda la culture rwandaise. C'est la première fois qu'on le fait avec les amis. D'habitude, on le fait entre nous. Mais cette année, on a voulu partager la culture rwandaise. Dans un esprit d'ouverture. Voilà. Et qui attendez-vous ce soir donc les Rwandais et les amis du Rwanda. Exact. Qu'est-ce qu'il y a au programme? On va danser, on va manger? Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Il y a la danse, le chant, le poème et un buffet rwandais. Un buffet rwandais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le buffet rwandais? Est-ce que vous pouvez donner des noms, des saveurs qu'on connaît? Des saveurs... comme plat? Oui, comme plat, haricots. Du haricot? Oui, cuisiné du haricot. Comment? De toutes les manières, avec les légumes. Nous, on mange beaucoup de légumes chez nous. D'accord. Donc, la base de la cuisine rwandaise sont les légumes. Ce sont les légumes. Oui. Ça veut dire que vous avez on aura la possibilité d'avoir ces légumes samedi soir. Oui. Donc, je rappelle donc à ceux et celles qui nous écoutent que ce sera donc au 12 avenue Jean Mermoz à la salle polyvalente Espace Citoyen ce samedi 7 mars à l'occasion de la journée de la femme. Oui, de 17h à 22h. 17h à 22h. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à ceux et celles qui ont pris le train en marche. On espère vous avoir apporté un peu d'encouragement et de réconfort aussi avec ces dames qui sont engagées dans des combats pas toujours faciles. Rendez-vous est pris samedi prochain. On reparlera donc d'autres femmes engagées afin de susciter une saine émulation. Nous étions avec Jenny Jo Delblon-Lawson qui est coach et mentor. Nous étions également Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël.